Si vous n'avez encore rien prévu ce week-end, sachez que les parties restaurées du château de Villers-Cotterêts seront exceptionnellement ouvertes au public les 18, 19 et 20 mars. Notre journaliste Anaïs Gerbeau et notre photographe Jean-Marie Champagne se sont rendus sur place pour rencontrer l'administrateur des lieux, Xavier Bailly. Alors nous sommes dans la chapelle du château de Villers-Cotterêts, chapelle qui se situe dans le logis royal, puisque le château de Villers-Cotterêts, en substance, c'est deux parties distinctes, une grande cour de service du côté de la ville, cour des offices, et un ensemble de bâtiments regroupés autour d'une cour intérieure que l'on appelle le logis royal, et qui, logis royal, se trouve du côté du parc. Nous sommes bien ici dans l'histoire d'un château qui fut un château royal, voulu par François Ier, qui vient chasser en forêt de Retz. Nous sommes ici ceinturés par une forêt de 13 500 hectares dont la qualité et la qualité du gibier étaient reconnues par les rois eux-mêmes. Ce château royal va de succession en succession arriver jusqu'au règne de Louis XIV pour être transmis par Louis XIV lui-même à son frère, monsieur frère du roi, duc d'Orléans. À partir de là, le château de Villers-Cotterêts devient une résidence princière. Et cette résidence princière va être occupée comme une maison de plaisance où l'on viendra jouer la comédie, s'amuser, danser, chanter, faire de la musique et chasser bien sûr, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La deuxième histoire du château de Villers-Cotterêts va commencer avec une histoire plus sombre, mais néanmoins tournée vers le grand âge, puisque nous aurons là, à partir de ce moment-là, un dépôt de mendicité à partir de 1808, destiné à héberger ici à Villers-Cotterêts les miséreux de la ville de Paris, alors même que le château est une propriété de l'État, voulu bien national à la Révolution française. Et cette maison va se transformer elle-même. De dépôt de mendicité, on arrive à la fin du 19e siècle à une maison de retraite du département de la Seine, puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, une maison de retraite de la ville de Paris, puis un EHPAD qui ferme ses portes en 2014. Je crois qu'une partie importante de l'histoire de la langue française s'est jouée ici. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler ? Nous sommes ici même dans cette chapelle que l'on appelle aussi la salle des États, aujourd'hui totalement restaurée. C'est bien l'enjeu de cette cité internationale de la langue française que de venir s'inscrire dans un paysage qui est celui ici même dans le département de l'Aisne, d'un lieu qui incarne la langue française, puisqu'ici même, en 1539, François Ier, par une loi extrêmement importante dite Ordonnance de Villers-Cotterêts, va imposer que désormais l'administration et la justice s'expriment et s'écrivent en langue maternelle françoise, c'est-à-dire donc en français. Et à partir de là, on peut considérer que Villers-Cotterêts est le lieu de naissance de ce qui va être une langue en partage pour les Français, ce qui n'exclut pas bien évidemment que l'on parle aujourd'hui encore de multilinguisme en France, mais aussi de langue française et des langues de France, puisque nous avons aussi de nombreuses langues régionales. Et quelle est la particularité de ce château ? C'est le seul château Renaissance dans la région ? C'est effectivement un château qui est inconnu du grand public, puisqu'il a vécu une histoire différente au cours du 19e et 20e siècle de celle des grands châteaux royaux français. Pour autant, c'est effectivement un château qui contient, comme en témoigne cette chapelle, mais également l'escalier du roi et l'escalier de la reine, des chefs-d'œuvre de la Renaissance qui sont uniques au monde, mais également unique ici, dans la région des Hauts-de-France. Et que sera la Cité internationale de la langue française ? Qu'est-ce qu'on pourra y voir ? Qu'est-ce qu'on pourra y faire comme activité ? Alors la Cité internationale de la langue française, c'est tout un programme, c'est vraiment un projet culturel de grande ampleur, puisqu'il va s'organiser ici même dans le logis royal autour de plusieurs axes. Le premier, un parcours permanent de visite, puisque cette langue française peut intéresser bien sûr les Français, mais également tout le monde francophone, la diversité du monde francophone, et pas uniquement, puisque l'histoire que l'on va raconter dans ce parcours permanent se déclinera en français, en anglais et en allemand dans un premier temps, et à terme dans 9 langues différentes. Cette aventure du français, c'est autant l'occasion de raconter précisément la relation de cette langue avec le reste du monde, c'est l'occasion aussi de rappeler comment elle s'est
métissée, enrichie. Est-ce que l'on parle de la langue de Molière? Est-ce que je parle comme Molière? Est-ce que nous parlons comme Molière? Eh bien, nous allons effectivement donner à lire et à comprendre dans ce parcours permanent sur 1200 mètres carrés toutes ces nuances, et également, bien sûr, les relations entre l'État et la langue française, puisque l'ordonnance de Villers-Cotterêts a été signée ici même en 1539. Autour de ce parcours permanent, des expositions temporaires, 400 mètres carrés d'expositions temporaires, une librairie, un café, tisanerie ou salon de thé, et puis bien sûr des espaces dédiés à une relation avec le territoire. Nous sommes ici dans un territoire où, comme dans d'autres territoires de France, l'on peut se trouver confronté à des situations de précarité linguistique, d'insécurité linguistique, voire même d'illettrisme, voire d'illectronisme. Autant dire qu'il y a là, ici, nécessité à avoir à la Cité internationale de la langue française des espaces qui seront des espaces de formation, d'expérimentation, d'enseignement du français langue étrangère par exemple, voire même de lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme avec des partenaires nombreux. Ici même dans la chapelle, samedi soir à 19h, une conférence d'Adeline Lionetto, qui est maître de conférence à Paris et qui va nous parler de la poésie de Joachim du Bellay, dont on célèbre le 500e anniversaire cette année. Nous aurons aussi bien sûr dans ce panorama-là des visites conférences, je l'ai dit, mais également la possibilité d'aller à la rencontre de l'œuvre d'un artiste malgache, francophone, qui a pris possession du parc, juste ici derrière le château. C'est une œuvre qui s'intitule Au rythme de nos désirs, dansons sur la vague du temps. C'est une invitation poétique dans une œuvre monumentale de 10 mètres sur 10 à, là aussi, interroger notre relation au monde et notre relation à la langue française. C'est une œuvre de Joël Andreano Mearizoa. C'est une œuvre qui va être ici à Villers-Cotterêts pour de longs mois et qui s'inscrit là aussi, comme la restauration du château de Villers-Cotterêts, dans un enjeu qui a été celui du gouvernement, du plan de relance. Le plan de relance a bénéficié à la restauration du château de Villers-Cotterêts et à la création de la Cité internationale de la langue française. Il en est de même pour la création contemporaine dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'intitulait Monde nouveau et qui veut que l'une des premières œuvres réalisées vienne trouver sa place ici même à Villers-Cotterêts. Autant dire que le programme est riche, il est très complet, des ateliers d'écriture et des rencontres avec des artistes et bien sûr des écrivains francophones ou tout simplement le patrimoine et le château de Villers-Cotterêts. Tout est libre et gratuit. Tout est libre et gratuit. Nous attendons beaucoup de monde. Pour les visites du logis royal, pas de réservation à l'avance, simplement le principe de venir se présenter ici et d'espérer avoir la petite réservation qui permettra, dans le cours de la journée, d'avoir un horaire auquel on se présentera pour visiter pendant 30 minutes avec un guide conférencier les trésors patrimoniaux de Villers-Cotterêts. Dernière question, le château a été restauré comme à quelle époque? Le point de référence de la restauration qui a été confié pour la partie patrimoniale à l'architecte en chef des monuments historiques Olivier Wetz, c'est bien le château de la fin de l'Ancien Régime, dont miraculeusement l'enveloppe extérieure a été conservée et va donc retrouver à la fois et son panache et son lustre, comme je le disais précédemment, mais aussi tous les témoignages du passé. Est-ce que la façade du logis royal est une façade Renaissance? Eh bien, plus vraiment, puisqu'elle s'est transformée au cours des siècles. Et c'est bien ce que va montrer cette restauration, qui a, dans la mesure du possible, sauvé tout ce qui pouvait être sauvé, les pièces de charpente, les pierres, les éléments sculptés. Plus de 600 compagnons ont travaillé ici même sur ce chantier, avec là aussi plus de 50 000 heures de clauses d'insertion sociale qui ont permis aussi, au travers de cette grande aventure, jusqu'à présent, de permettre un retour à l'emploi de ceux qui en étaient écartés depuis trop longtemps, ici même sur le territoire.